Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Guillaume Tirtiot, je suis ingénieur de formation, pilote de ligne. Je suis formateur CRM. Alors CRM, on découvrira ensemble, pour ceux qui ne le savent pas, ce que c'est tout à l'heure. Je suis également formé comme coach. Et puis, dans le cadre de l'amélioration, de la fiabilisation des individus, des équipes et des organisations, j'ai publié un ouvrage en octobre 2019 dont le titre est Mieux réussir ensemble et qui fait qu'à l'heure actuelle, je suis sollicité dans des milieux comme le médical, le nucléaire, le ferroviaire, la pétrochimie, l'aéronautique bien sûr, des entreprises aussi hors domaine à risque, parce qu'en fait les problématiques humaines sont les mêmes partout, et ça me fait très plaisir d'intervenir ici à Kourou. C'est ma première intervention dans le domaine du spatial, j'espère que ce ne sera pas la dernière. On voit que dans certaines situations, et on va essayer de décrypter ces situations, on n'est pas capable de reproduire la performance dont on est coutumier la plupart du temps. Et puis ça nous arrive à tous. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce genre de situation, eh bien, on va s'intéresser à lui. On va s'intéresser au cerveau humain, de manière très sommaire, au travers d'un modèle qui va être utile pour comprendre ce qui se passe, et surtout pour apprendre à mettre des parades en place pour éviter de se retrouver dans ces situations. Parce que c'est ça tout l'enjeu du Crow Resource Management et de la démarche de l'aéronautique depuis maintenant une quarantaine d'années. C'est non seulement d'identifier les problématiques qui sont récurrentes, mais c'est surtout de proposer des pistes de solutions pour ne plus faire face à ces écarts de performance. Alors quels sont ceux parmi vous qui ont été formés pendant leur cursus, que ce soit pendant le lycée, le collège, même avant, ou pendant les études supérieures, au fonctionnement du cerveau? Ça ne fait pas grand monde, hein. Or, c'est quand même l'organe qui gère notre vie en permanence. Alors c'est un peu transparent, parce qu'on n'y prête pas vraiment attention, mais c'est là-dedans que tout se passe. Et le modèle qui va nous intéresser, il va simplifier ça en séparant le cerveau en deux parties. Et ces deux parties, alors ça date pas d'hier, ça a été repris, ça a été popularisé par un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est un psychologue israélo-américain, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2002, en démontrant que la théorie économique de l'homme rationnel n'était pas valide. Jusque-là, on disait tout individu prend ses décisions financières pour maximiser ses gains et minimiser ses pertes. Et lui, il a démontré au travers de toute une série d'expériences qu'il y a plein de situations dans lesquelles on est complètement irrationnel dans les choix qu'on fait. Et donc, il a séparé le cerveau en deux modes de fonctionnement qu'il a appelé système 2 dans la partie préfrontale du cerveau et système 1 pour tout ce qui est le reste. Et on va décrire ces deux parties et voir les enseignements qu'on peut en tirer. Et donc, on a tendance à s'appuyer le plus souvent possible sur le système 1. Et c'est très bien comme ça fonctionne super bien dans la plupart des situations. Ce qui va nous intéresser, c'est les situations dans lesquelles ça fonctionne moins bien. Donc on met en place une stratégie, et là on verra que le développement de stratégies comme ça fait appel au système 2. On met en place une stratégie pour essayer de faire en sorte que ça ne se produise plus. Ça, typiquement, c'est une illustration du fait que ça fonctionne super bien la plupart du temps, mais de temps en temps, le système 1 peut avoir une mauvaise représentation de l'environnement dans lequel il est, parce que ça ressemble très très fort à un environnement habituel, et donc il va provoquer un écart à la performance. Alors, il y a des situations dans lesquelles c'est absolument pas un problème, parce que c'est pas grave, si je mets un peu de sel dans mon café, je vais m'en rendre compte rapidement, et puis je vais m'en servir un autre. Par contre, si dans mon environnement professionnel, je fais face à une action critique, eh bien, je dois me méfier de ce que mon système 1 va me servir comme évidence, et douter de cette évidence, activer le système 2 pour vérifier effectivement que c'est la réalité, c'est conforme à la réalité. Donc on se rend compte que dans certaines situations, on est parfois face à la même chose, on voit la même chose avec un collègue, on perçoit la même chose, mais, enfin non, on voit la même chose, mais on perçoit une réalité différente. Donc ça commence à introduire le fait que on peut régulièrement profiter de l'échange avec des collègues pour dire tiens, mais moi j'ai l'impression que c'est ça, non, mais moi non. Et puis échanger pour se mettre d'accord, pour réussir à déterminer quelle est la réalité qui nous importe par rapport à la mission qu'on doit mener. Donc ça, c'est typiquement du fonctionnement système 1. On a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison de faire autrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le voir dans un instant, le système 2, il est énergivore, il est lent,
ça va nous demander de dépenser de l'énergie, de commencer à envisager une autre manière de faire. Et donc, si on s'appuie uniquement sur son système 1, je répète quand même, ça fonctionne super bien dans la plupart des situations, mais on peut se retrouver dans d'autres où on va avoir un écart à la performance, voire se retrouver dans un état d'esprit d'immobilisme, de conformisme, parce que ça fonctionne quand même tellement bien et c'est quand même tellement facile et confortable de continuer comme on a toujours fait, qu'on a tendance à vouloir continuer comme on a toujours fait. Or, ce n'est pas toujours opportun. Parfois, il faut pouvoir envisager le changement, et notre système 1, il va tout faire pour nous empêcher, nous freiner d'aller vers ce changement. Alors, la capacité d'abstraction, c'est un peu notre simulateur interne, donc c'est hyper utile. Ça peut aussi être utile pour se préparer à, je sais pas moi, un entretien d'embauche, une situation un peu compliquée, quelle qu'elle soit. Mais par contre, dans certains cas, il faut un peu s'en méfier parce qu'on est très très fort, mais vraiment très très fort, pour se faire des films. Le système 2, c'est notre capacité de raisonnement, d'analyse, de création de solutions dans des situations nouvelles. Et puis, c'est aussi le système 2, celui qui surveille le système 1. Il est en permanence en train de monitorer le système 1. Eh bien, ce que Jacques Fradin nous dit, c'est que c'est un signal auquel il faut prêter attention parce que c'est une alerte donnée par notre système 2 quant au fait qu'il a détecté une erreur commise par notre système 1. On appelle ça les signaux faibles. Ça fait partie de ce qu'on appelle les signaux faibles. Et donc, lorsque, seul ou en équipe, vous êtes en train de considérer une manière de faire, de remplir une mission quelle qu'elle soit, et qu'à un moment donné, dans la discussion ou dans vos réflexions, arrive le « non mais c'est bon, ça n'arrive jamais », c'est probablement que vous êtes en train de considérer une manière de faire qui n'est pas tout à fait la manière de faire. Et ça doit être le signal, si vous le détectez, qui doit vous dire « stop, comment c'est prévu ? Ok, on va faire comme c'est prévu. » Alors bien sûr, il y a toujours des situations dans lesquelles faire ce qui est prévu n'est pas possible. Mais là, on rentre dans un autre domaine. Ici, on est vraiment dans le domaine de la facilité, le raccourci par facilité. Et une question qu'on peut se poser, c'est à qui profite la décision, en fait ? Et quand on réfléchit à ça, au final, souvent la décision, elle profite à nous-mêmes. Quelles sont les situations, à votre avis, psychologiques, physiologiques, dans lesquelles on a un système 2 qui est moins disponible ? L'alcool, ça va en être une, effectivement. Alcool, drogue, médicaments, ça va avoir un impact sur la disponibilité du système 2. Pardon ? La fatigue, oui. Le stress. Le stress et toutes les autres émotions, en fait. Parce que donc le stress, ça va être provoqué par les émotions désagréables, genre tristesse, peur, colère, si on reste dans le registre de base. Mais est-ce qu'on est capable de prendre une mauvaise décision quand on est euphorique ? Donc en fait, toute émotion qui n'est pas gérée correctement va mener à un système 2 qui est moins disponible. Si dans la situation à laquelle je fais face, mes besoins, mes valeurs sont satisfaits, l'émotion est agréable. Si dans la situation à laquelle je fais face, mes besoins, mes valeurs ne sont pas satisfaits, l'émotion est désagréable. D'accord ? Alors de manière simple, le registre émotionnel, c'est toujours utile de le développer plus que ça, mais de manière simple, 4 émotions de base. Émotions agréables, ça va être la joie. Les émotions désagréables, ça va être peur, tristesse, colère. Et puis, qu'est-ce que ça va provoquer ? Eh bien, cette émotion va provoquer une réaction. Cette réaction va avoir un impact, un effet sur la situation. Si l'émotion, le ressenti est agréable, la réaction va avoir tendance à faire durer la situation pour qu'elle continue à satisfaire mes besoins, mes valeurs, pour que l'émotion reste agréable. On est dans une poursuite d'émotions agréables. Par contre, si l'émotion est désagréable, la réaction va avoir pour objectif de transformer la situation en une situation qui satisfait mes besoins, mes valeurs, pour transformer l'émotion en une émotion agréable. On est là-dedans du matin au soir en permanence, depuis qu'on est tout petit bébé jusqu'à notre dernier souffle. Et ça va nécessiter, ici, d'intervenir, de bloquer la réaction. La réaction, c'est du système 1 ou 2 1 pour pouvoir apporter une réponse appropriée en fonction de l'objectif que je me fixe. Notre cerveau déteste l'incertitude et il déteste dépenser de l'énergie. Et donc, il va nous proposer spontanément des solutions pour limiter l'incertitude,
pour créer une histoire cohérente. Quand il y a une série, il va essayer de la compléter. Quand il y a un trou à un endroit, il va essayer de le boucher. Et tant que le système est capable de le faire, il va le faire de manière automatique. Il va faire toute une série d'interprétations, de suppositions. On a eu un changement de paradigme, forcément. Avant, l'erreur était inacceptable. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, l'erreur était inévitable. Donc, il faut complètement changer la perception et la manière dont on va traiter ces situations. On constate qu'on accepte le fait que l'être humain est intrinsèquement faillible. Et donc, on veut mettre deux choses en place. On va essayer de mettre des parades par rapport à ça. D'une part, on va essayer de faire en sorte que le moins d'erreurs possibles se produisent. Par exemple, la checklist fait en sorte qu'on n'oublie pas certaines choses. La checklist, ce n'est pas un outil de remise en cause des compétences. C'est juste un outil qui prend en compte le fonctionnement humain et qui prend en compte le fait que dans certaines situations, dans certains états physiologiques, psychologiques, on va oublier des choses, même des choses routinières qu'on fait tous les jours. C'est normal, c'est comme ça qu'on fonctionne, et donc on va mettre en face une barrière pour éviter que ça ait des conséquences. Et puis si une erreur se produit, on va essayer de faire en sorte que les conséquences de l'erreur soient les plus réduites possibles. Tout ça, ça a mené au développement de modèles de compétences au sein des compagnies aériennes. Or, au niveau mondial, ils sont quasi les mêmes partout, à quelques ajustements près. Et ceci, c'est le modèle de compétences pilote Air France. Donc, au centre, vous retrouvez la connaissance de soi. C'est la capacité de gestion du stress, déjà la capacité de prendre du recul par rapport à soi, par rapport à sa performance, capacité de gestion de l'attention, capacité de gestion de la fatigue. Et c'est fondamental d'avoir des individus qui sont capables de gérer tout ça au sein d'une équipe pour que l'équipe soit performante. Et puis, autour, vous avez les compétences, alors au-dessus à gauche, les compétences de pilotage, parce que ça reste quand même le cœur du métier de pilote, donc des compétences techniques. À droite, les procédures, parce que nous avons un métier qui est très procédural aussi, et donc la connaissance et l'utilisation des procédures. Et puis tout le reste, donc connaissance de soi et tout ce qui est en bleu, c'est du CRM. Alors, on n'est plus sur du Cockpit Resource Management. Aujourd'hui, ça s'appelle du Crew Resource Management parce que nos PNC, ils ont aussi un modèle de compétences, OTC Stewart. Ce modèle de compétences, un modèle analogue, est utilisé au niveau de la maintenance, est utilisé au niveau du dispatch qui prépare nos vols. Pourquoi ? Parce qu'on est tous concernés, en fait, par ces fonctionnements. Et le fait de partager un modèle de compétences au sein d'une organisation, ça permet de développer un vocabulaire commun, une compréhension commune des limites des uns et des autres, et ça facilite grandement les échanges. Il y a 5 compétences principales au niveau du CRM. Donc on a la prise de décision, gestion de la charge de travail, conscience de la situation, leadership, travail en équipe et communication. Ça me permet d'introduire une notion qui a été formalisée en aéronautique il y a environ une quinzaine d'années, qu'on appelle le Threat and Error Management, le TEM, la gestion de la menace et de l'erreur, qui a été développée par l'université d'Austin au Texas. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est quelque chose qu'on utilisait déjà de manière intuitive auparavant, mais ces dernières 10-15 ans, on a formalisé certaines choses pour les structurer et pour faire en sorte que ça devienne systématique. L'idée, c'est de faire un bilan de l'état physique, psychologique et mental de l'équipe pour essayer d'évaluer le niveau de performance qu'on est capable d'atteindre et voir si c'est raisonnable de se lancer dans la mission, dans ce qu'on attend que nous réalisions. Quelle est l'utilité d'un débriefing ? Amélioration. Ouais, retour d'expérience. Alors il y a deux choses dans le retour d'expérience. Il y a d'une part l'amélioration, et d'autre part il y a le renforcement de bonnes pratiques. Donc le fait d'éviter de réussir par hasard la prochaine fois. Tiens, on a une bonne idée là, on n'a jamais été confronté à ça avant, on a testé ça, ça a bien fonctionné. Ça vaut la peine de faire un rapport là-dessus parce que c'est peut-être quelque chose à partager avec les collègues. Ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, chez Air France, on a 7 cartes de débriefing minute. Alors, d'un côté, on a tous les aspects CRM, fonctionnement de l'équipe. Donc d'abord, c'est quel est votre ressenti par rapport à la mission qu'on a menée ensemble. Et d'autre part, qu'avons-nous réussi sur ce vol que nous pourrions reproduire. Donc vous voyez qu'on formule tout en positif maintenant. Pourquoi ? Parce que l'être humain étant ce qu'il est, en plus on est de tradition pour la plupart judéo-chrétienne, donc on aime bien se flageller,
On va dire ce qu'on a bien fait, mais aussi on va dire non mais attends, il y avait quand même ça qui n'était pas terrible, donc ça il faudrait qu'on change pour la prochaine fois. Donc ça va sortir de manière spontanée. Dans une organisation, en termes de sécurité, si on s'intéresse à la sécurité, eh bien on va avoir toute une série de barrières qui sont mises en place pour éviter d'arriver à un événement. Et donc ces barrières, elles ne sont pas parfaites, il y a des trous dedans, et c'est le fait d'aligner, c'est le fait de mettre les barrières les unes derrière les autres qui vont faire que, normalement, on va réussir à intercepter un événement indésirable potentiel sur sa route grâce à une barrière de manière à ce qu'il ne mène pas à un événement. Il y a toute une science autour de ces facteurs humains et organisationnels depuis une vingtaine d'années, maintenant une bonne vingtaine d'années. L'idée, c'est quoi? On va commencer à lire le schéma par la droite. Ce qu'on recherche, c'est les effets. Les effets, c'est quoi? Sont les résultats, production, qualité, les résultats en termes de sécurité industrielle, et puis la santé, la sécurité au travail, le bien-être au travail. Ça, c'est ce qu'on recherche dans toute organisation. On essaye d'atteindre ces objectifs qui sont l'efficience économique, en gros, et la qualité, la sécurité et la qualité de vie au travail. D'autant plus aujourd'hui avec la responsabilité sociétale des entreprises. Qu'est-ce qui va provoquer ces effets? Qu'est-ce qui va avoir un impact sur ces effets, une influence sur ces effets? Eh bien, c'est l'activité, le comportement des opérateurs au sein du système. Et donc cette activité, elle va être plus ou moins conforme aux règles et plus ou moins proactive, en fonction de la motivation des individus. Et qu'est-ce qui va influencer cette activité? Donc qu'est-ce qui va influencer le respect des règles et la proactivité? Ce sont différentes composantes, comme ils les appellent. D'une part, les individus. Alors, on entend par individu toutes les personnes impliquées dans l'organisation. Donc, ça va de l'opérateur de première ligne au directeur général. La situation de travail, je vais les définir dans un instant, ces différentes composantes. Donc, c'est l'environnement de travail dans lequel on évolue. Les collectifs de travail, à savoir les équipes, comment ça fonctionne au sein des équipes, comment ça fonctionne entre les équipes. Et puis, l'organisation et le management. Ces 4 composantes vont toutes avoir un impact sur la manière dont l'activité se déroule, et l'activité va avoir un impact sur les effets qu'on recherche. Les indicateurs, quels sont les indicateurs qui sont utilisés pour déterminer si la performance est au rendez-vous ou pas? Est-ce que le facteur humain fait partie des indicateurs? Parce que, généralement, on a beaucoup d'indicateurs techniques, on a des indicateurs au niveau des procédures, mais est-ce qu'on a des indicateurs au niveau de la performance humaine, de la connaissance de soi, de la gestion de soi? Avec cette approche à une culture qu'on appelle just and fair, la culture juste. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on accepte le fait que les individus, que les opérateurs sont la plupart du temps de bonne volonté, professionnels, mais ils sont amenés à mener leur mission dans un environnement, dans une situation de travail qui n'est pas optimale. Et donc, ils doivent procéder à des arbitrages permanents. Et donc, dans cet état d'esprit de culture juste, l'erreur n'est plus perçue comme étant un résultat, mais l'erreur est perçue comme étant, est analysée comme étant un processus. Et l'objectif, c'est de comprendre les différentes étapes du processus. Dans ce fonctionnement-là, ce qui est important, c'est la capacité d'arbitrage des opérateurs. Parce que ça va nous amener, dans toute une série de situations, à faire des choix. Et ces choix, il va falloir qu'on les prenne au sein du cadre qui nous est imposé par la sécurité réglée. Il va falloir systématiquement, qu'on évalue quelle est la manière de faire si cette manière n'est pas définie de manière systématique de A à Z. Là, Soli se retrouve dans une situation où il se retrouve pour la première fois obligé de faire un choix, d'abandonner, de sacrifier l'avion. Ce qui est quelque chose de compliqué. Et c'est la raison pour laquelle il dit que c'était la moins mauvaise option, mais c'était celle qui permettait de sauvegarder ce qu'il voulait absolument sauvegarder. S'il avait tenté d'aller se poser sur les pistes qui lui étaient proposées par le contrôle aérien, il a été démontré par la suite qu'il se serait crashé dans des bâtiments. Et donc là, non seulement il aurait perdu l'avion, mais il aurait perdu les passagers aussi. Et j'en arrive à la fin. Je vous remercie pour votre attention.